Ici, nous allons nous intéresser à la réponse indicielle d'un élément du second ordre et voir l'influence des pôles sur cette réponse indicielle. Je rappelle qu'une réponse indicielle est la réponse de notre élément lorsqu'il est soumis à un échelon d'amplitude, l'unité. Nous avons vu dans une vidéo précédente la notion de pôle, et donc le pôle ou les pôles sont les racines de l'équation caractéristique de la fonction de transfert qui décrit le comportement du système étudié. Dans une vidéo précédente, à propos du second ordre, nous avons relevé 3 cas. Effectivement, nous avons considéré le cas pour lequel le coefficient d'amortissement est égal à 1, et nous avons mis en évidence la présence d'un pôle double, représenté ici en orange sur la carte des pôles. Second cas, nous avons considéré un coefficient d'amortissement supérieur à 1, et nous avons mis en évidence la présence d'une paire de pôles réels, donc situés sur l'axe des abscisses de la carte des pôles. Et enfin, le troisième cas, xi inférieur à 1, et nous avons mis en évidence la présence de deux pôles complexes conjugués, P1, P2, ici en fuchsia. Alors, regardons maintenant l'influence de ces pôles sur la réponse indicielle. Pour un coefficient d'amortissement égal à 1, donc en régime critique, ou bien pour un coefficient d'amortissement supérieur à 1, donc en régime apériodique, on constate que les réponses indicielles se ressemblent. En effet, elles sont apériodiques et en régime permanent, elles vont tendre vers une valeur asymptotique qui dépend du gain, qui vaut KE0. E0 étant l'amplitude de l'échelon qui ici donc peut être unitaire. Si maintenant le coefficient d'amortissement est inférieur à 1, nous sommes en régime pseudo-périodique. Alors nous allons considérer, dans ce cas particulier, 3 sous-cas. Un coefficient d'amortissement compris entre 0 et 1, un coefficient d'amortissement nul et un coefficient d'amortissement négatif. Premier cas, le coefficient d'amortissement est compris entre 0 et 1. Les pôles sont à partie réelle négative. La réponse indicielle est une réponse pseudo-périodique. En régime permanent, nous allons tendre vers une valeur asymptotique qui est KE0. Deuxième cas de figure, le coefficient d'amortissement est égal à 0. La partie réelle des pôles est nulle. Les pôles sont donc imaginaires purs. La réponse en régime permanent est sinusoïdale, périodique. Troisième cas de figure, le coefficient d'amortissement est négatif. La partie réelle des pôles est positive. On constate que la réponse va diverger. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on reviendra qui est importante, sur la stabilité des systèmes. D'autre part, pour chaque cas de figure présenté ici, à t égale à 0, nous pouvons tracer une tangente horizontale. Regardons sur un exemple précis les choses plus en détail. Nous allons considérer ici les caractéristiques de la fonction de transfert. Un coefficient d'amortissement égal à 0,2, une pulsation propre égale à 1 radian par seconde et un gain unitaire. Nous constatons que la réponse est pseudo-périodique. Nous pouvons relever la pseudo-période qui est notée ici T1 P. La valeur théorique de cette pseudo-période
vaut 2pi sur oméga 0 que multiplie racine 1 moins xi au carré. Sur notre exemple particulier, cette pseudo-période vaut 4,2 secondes. On va pouvoir définir maintenant l'instant auquel nous allons obtenir notre premier dépassement. T indice pic. T indice pic est égal à pi sur oméga 0 racine de 1 moins xi carré. On a un rapport de 2 entre la pseudo-période et l'instant du premier dépassement. On trouve ici 2,1 secondes. On peut aussi définir le premier déplacement, l'amplitude du premier déplacement. En général, cette amplitude est exprimée en pourcentage de la valeur asymptotique. La valeur théorique vaut k de la fonction de transfert exponentielle de moins pi xi sur racine de 1 moins xi carré. Ici, cette amplitude vaut 53% environ. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en termes de temps de réponse, on va définir donc le temps de réponse à 5%, c'est-à-dire le temps à partir duquel la réponse va osciller dans une bande à plus ou moins 5% de la tique. Le temps de réponse à 5%, donc ici, c'est-à-dire l'instant à partir duquel la réponse va osciller dans cette bande de plus ou moins 5% de la valeur asymptotique. Dans le cas présent, le temps de réponse à 5% est de l'ordre de 9 secondes. On retrouve à t égale 0 la tangente horizontale. Et on constate que la réponse, l'enveloppe de la réponse, sont deux exponentielles symétriques par rapport à la valeur asymptotique. Maintenant, en termes de rapidité, donc, on parlera de temps de réponse réduit. Ce temps de réponse réduit peut être tracé ou défini en fonction du coefficient d'amortissement xi. Bon, ça, c'est un abac qu'on retrouve de manière fréquente, qui donne le temps de réponse réduit. Le temps de réponse réduit, c'est le temps de réponse à 5% que multiplie la pulsation propre, en fonction du coefficient d'amortissement. On s'aperçoit qu'il existe un minimum. Ce minima correspond à un coefficient d'amortissement de 0,7. Et pour ce coefficient d'amortissement, eh bien, on a un temps de réponse réduit qui vaut 3. Donc pour xi égale 0,7, le temps de réponse réduit est égal à 3. Bon, ça, c'est un résultat qu'il faut avoir en tête. Alors, la valeur théorique pour xi est de 0, 6, 9, 0, etc. Et donc, pour éviter les effets de palier ici qui peuvent erroner le résultat, eh bien, on va prendre un majorant de cette valeur théorique. C'est pour ça qu'on choisit une valeur de 0,7. Maintenant, concernant les dépassements, ceux-ci dépendent aussi du coefficient d'amortissement. Bon, il existe un abac qui donne donc des dépassements, des amplitudes des dépassements en fonction du coefficient d'amortissement. On a tracé ici un faisceau de courbes avec une courbe représentant le premier dépassement ici, le deuxième dépassement ici, le troisième dépassement ici. Si on prend le cas d'un système pour lequel le coefficient d'amortissement est de 0,7, 0,7, on relève un dépassement pour ce coefficient d'amortissement, un premier dépassement de 4,6%. Pour un coefficient d'amortissement de 0,7, si on trace une droite verticale passant par 0,7, eh bien on coupe qu'une seule courbe. Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul dépassement. Si je prends un coefficient d'amortissement de 0,1,
0,1, c'est ici. Je trace une verticale. Je vais couper tout le faisceau de courbe. Et l'amplitude de chacun des dépassements. Donc ici, je vais avoir au moins 10 dépassements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, pour le 7e dépassement, la courbe n'a pas été représentée, ni pour le 9e. Et là, j'ai l'amplitude du 10e dépassement.